Les amis, bonjour, bonjour, soyez les bienvenus au petit déjeuner de Devenir pour agir. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une agréable semaine. Mon invité aujourd'hui est un visage connu du grand public depuis quelques années. Artiste à plusieurs casquettes, vous l'avez vu, vous l'avez écouté et vous l'écoutez encore. Son allure athlétique, ses yeux malicieux, transpercent d'un regard profond qui ne laisse personne indifférent. Il est entré dans vos salons tous les jours lorsqu'il a joué dans la saison 2 et 3 de la série télévisée Ici tout commence. Il est resté dans vos salons en participant à Danse avec les stars, la saison 12 sur TF1. Vous l'avez aussi vu au théâtre. Vous l'avez écouté et vous l'écouterez encore lors de la sortie de ses titres, de ses morceaux, Avion, Mode et Je, ces morceaux de rap. Mon invité aujourd'hui est celui qui, par sa bienveillance et son humanité, marque toutes les personnes qui ont la chance de le croiser. Vous l'aurez reconnu, j'ai l'honneur, le plaisir et le privilège de recevoir l'acteur, le comédien, le danseur, le chanteur, Thomas Dacosta. Ouais. Thomas Dacosta, bonjour. Quelle présentation. Soyez le bienvenu au petit déjeuner de Devenir pour agir. Merci beaucoup de me recevoir. Avec grand plaisir, et je voudrais commencer, Thomas, par une citation de Voltaire. Voltaire qui se présentait, on lui demandait de se présenter, et voilà quelle fut sa réponse. « Je suis flexible comme une aiguille, vif comme un lézard. Je travaille tous les jours comme un écureuil. » Et vous, Thomas, qui êtes-vous? Flexible, c'est un beau mot, on pourrait dire. Moi, j'aime bien justement avoir plusieurs, développer plusieurs cordes à mon arc, tu vois, et découvrir plein de choses, vivre plein d'expériences et être complètement curieux, on va dire, artistiquement en tout cas, parce que dans la présentation c'était assez clair. Il y a de l'acting, il y a de la musique, il y a de la danse aussi avec Danse avec les stars. Et je crois que c'est ce qui me rend heureux finalement, de pouvoir avoir plusieurs casquettes et développer plusieurs choses, quoi. Alors on va parler de ces plusieurs casquettes, mais avant tout, quelle est pour toi, non pas comme les autres te voient, mais pour toi, quelle est ta plus belle qualité? Quelle est ma plus... Waouh, c'est une vraie question. Je dirais comment dire, mon attachement à mes proches. Je sais pas si on pourrait dire que c'est une qualité, mais en tout cas c'est peut-être la fidélité. Je pense que c'est Jacques Brel qui disait, quand on lui posait une question, on lui demandait quelle était pour lui la plus belle qualité, et il répondait que c'était la fidélité, et notamment la fidélité d'un homme à un homme. Il décrivait la fidélité amicale à ce moment-là. Il disait que ça c'était une chose qui pouvait l'émouvoir aux larmes. Et je trouve que la fidélité, c'est quelque chose qui peut se perdre aujourd'hui dans notre société. Et moi, en tout cas, c'est quelque chose que j'essaie toujours d'avoir. J'essaie d'avoir ça en moi. J'ai grandi dans une famille avec des parents qui ont toujours été là et qui donnaient ces valeurs-là, quoi, les valeurs de la famille. Mais comment définis-tu la fidélité? Je sais pas. En fait, il y a même plusieurs fidélités, j'ai l'impression. Tu vois, il y a une fidélité de corps, une fidélité d'esprit. Il y a différents types de fidélité. Est-ce que c'est... moi, en tout cas, je sais que je veille à ce qu'il soit bien et à ce que la communication soit fluide. C'est intéressant ce que tu dis, mais je repose ma question finalement peut-être d'une autre manière. Tu as beaucoup de casquettes, nous allons réfléchir sur ces casquettes, mais à ton avis, comment arrives-tu à rester fidèle à toi-même, finalement en ayant plusieurs casquettes? Je m'écoute. Je
je m'écoute beaucoup. Et je me dis que la vie est courte. Et donc c'est important de s'écouter et d'aller où le cœur nous dit d'aller, tu vois. J'ai l'impression. D'accord. Alors, tu as plusieurs casquettes. Moi, je donnerais peut-être un mot pour résumer toutes ces casquettes et je dirais que tu es un artiste. Un artiste. Quelle définition donnes-tu de l'artiste? Pour toi, qu'est-ce qu'un artiste? Je reconnais que c'est pas évident. Non, c'était une super question et j'aime beaucoup réfléchir moi, à ce genre de choses. Je pense qu'un artiste, c'est quelqu'un qui essaye de faire passer une émotion, qui essaye de se livrer complètement pour toucher les gens, tu vois. Toucher les gens et provoquer en tout cas quelque chose chez les gens. Est-ce que Zidane, moi je pense que Zidane est un artiste, tu vois. Parce qu'il touche tout le monde. Mais ouais, parce que le voir avec un ballon, alors plus maintenant, parce que voilà, mais il y a des grands sportifs, moi, qui me touchent, qui pour moi sont des artistes, tu vois, je pense. Alors, Baudelaire va définir l'artiste de la manière suivante, je le cite, « L'artiste n'est artiste qu'à condition d'être double, et tu n'ignores aucun phénomène de sa double nature. » Thomas, comment tu es un artiste? Pour reprendre Baudelaire, si tu es double, comment arrives-tu à être toi-même en étant double? En fait, c'est une question qui est assez... pour moi, c'est assez complexe parce que j'ai le moi personnel en famille, avec mes amis, et j'ai, c'est la fameuse moi, le surmoi, C'est ça. Voilà. Et j'ai mon moi artiste, mais qui est aussi finalement très très proche de moi. Est-ce que c'est moi réellement à 100%? Est-ce que c'est le même Thomas qui est avec ses amis, sa famille? Ou est-ce que finalement est-ce que c'est finalement ce double dont on parle? Est-ce que j'enfile une casquette au moment d'être sur scène ou face à la caméra? Je sais pas exactement, et peut-être qu'il y a une énorme part d'inconscient là-dedans, et peut-être que je maîtrise pas à 100% ce costume que j'enfile, tu vois. Mais est-ce que ce n'est pas parce que... Est-ce que c'est parce que c'est inconscient que tu es finalement... tu ne te trahis pas? Parce que l'inconscient ne trahit pas. Exactement. C'est parce que tu es inconscient de tout cela que tu restes toi-même. Exactement. Je pense qu'il y a une partie en moi que j'essaye de suivre et que j'essaye d'écouter, c'est ce qu'on se disait à l'instant, et une partie inconsciente. Et effectivement, je pense une partie où tu te dis, bon, maintenant, lâche un peu, tu vois, ce fameux lâcher-prise qui est très important et qui est très important pour l'artiste d'ailleurs. Et c'est intéressant parce que la metteuse en scène Ariane Munchkin souligne, et je trouve ça intéressant, elle souligne qu'être artiste, c'est être explorateur de soi. Être explorateur de soi. Et je trouve ça génial parce que finalement, comment arrives-tu à t'explorer toi-même en jouant, en dansant, sur scène, etc. Ouais, peut-être qu'il y a une forme d'égoïsme introspectif, tu vois. Ouais, c'est ça. De se dire, bon, j'essaye dans ce que je fais, dans ce que je produis, de toucher les gens, mais j'essaye aussi, moi, de me comprendre, tu vois. Tu sais, on parle beaucoup de catharsis dans les premières pièces de théâtre. Il y a je ne sais plus exactement quand sont les premières pièces de théâtre, mais il y a des milliers d'années. On parle beaucoup de ce phénomène cathartique. Les spectateurs vont voir sur scène le meurtre,
enfin, toutes ces choses qui, qui n'expérimentent pas eux-mêmes, mais le fait de le voir sur scène, ça, c'est une forme, c'est un peu libérateur. C'est ça. Et je pense que pour nous, il doit y avoir aussi cette chose-là, tu vois, c'est-à-dire intérieurement d'être, de pouvoir se libérer de certaines pulsions ou de certaines choses. Alors c'est intéressant parce que ce que tu dis, en effet, la catharsis ça vient de l'Antiquité, Antiquité, d'accord. puisque Ouais, c'est quand ça. même tous Ouais. les grands philosophes, les grandes premières pièces de théâtre, Ouais. Socrate, Platon. Et c'est Aristote qui souligne que il dit que la catharsis, finalement, c'est la purification des passions. Voilà, ouais. Donc quand tu vas au théâtre, etc., tu vas au cinéma, tu te purifies de tes passions, finalement, celles qui t'encombrent. Mais aussi, est-ce que pour l'acteur et le comédien que tu es, tu arrives toi aussi à te libérer de tes propres passions, dans le sens où tu te purifies en jouant? Encore une fois, je pense qu'il y a beaucoup d'inconscient peut-être là-dedans, et peut-être que je me purifie plus que je ne le pense, tu vois. Oui. En fait, oui, peut-être, parce que ce que je fais me rend heureux, tu vois. Je me sens à ma place, tu vois, je me sens, comment on dit, à la bonne place, et ça me procure beaucoup de bonheur, donc c'est une manière peut-être pour moi de purifier un peu mon être, Oui, c'est mon ça. esprit, et voilà, c'est Mais peut-être une forme de purification. Mais quelle définition donnes-tu du bonheur? Tu dis que tu es heureux. Ouais. Ça veut dire quoi? Mais quelle définition? Bah écoute, je pense qu'on ne peut pas le réduire qu'à ça forcément, mais pour moi, le bonheur, c'est, comme je te l'ai dit, sentir qu'on est au bon endroit, à la bonne place. Pour moi, je suis heureux quand je suis avec mes proches. Être avec ma famille me rend heureux parce que je sens que je suis à la bonne place et que je suis bien avec eux et que je peux m'exprimer pleinement et être pleinement moi-même avec eux. Tu vois. Ou alors, ça me rend heureux d'être sur scène parce que je sens que je suis à la bonne place. Parce que par définition, tu dis à la bonne place, c'est tout à fait ça, parce que c'est l'étymologie de bonheur à la bonne heure, qui en latin, Oui, ouais, qui voilà, en latin tu vois. signifie, se dit augurium, c'est-à-dire la chance, le hasard. Autrement dit, ton bonheur arriverait par chance, par hasard. Et d'un autre côté, le bonheur ne se provoque-t-il pas? S'il arrive par hasard, c'est que tu ne fais rien pour le provoquer. Et d'un autre côté, C'est paradoxal. Ouais. C'est paradoxal. C'est paradoxal, effectivement. Je pense qu'on le provoque un peu quand même. En fait, on ne provoque pas le bonheur, on provoque le plaisir. C'est la oui, différence entre bonheur et plaisir. Tu vois. Le plaisir, c'est vrai qu'on le provoque, on veut se faire plaisir, on est avec des amis, etc. Alors que peut-être le bonheur, par définition, il arriverait peut-être au moment où on ne s'y attend pas. Ouais. Mais je poursuis tout simplement. Quelle est la différence que tu fais entre acteur et comédien? Est-ce que tu es les deux? Alors, il y a une différence qui est faite dans la mesure où on dit souvent que acteur c'est plus écran, image, télé, cinéma, et comédien c'est plus théâtre à la base. Voilà, c'est ce qu'on dit. Le métier, le nom du métier, c'est comédien. Comédien. Tu vois, pour le théâtre ou pour le théâtre et pour l'écran, voilà. C'est un. On peut dire comédien, théâtre et comédien. Ouais. Alors, parlons du théâtre. Tu as été sur les planches, etc. Quelle première définition donnes-tu du théâtre? Qu'est-ce qu'un théâtre? Qu'est-ce qu'un théâtre ou qu'est-ce que le théâtre? Qu'est-ce que le théâtre? Ah, qu'est-ce que le théâtre? Le théâtre, tu fais bien de le théâtre. Alors, qu'est-ce que le théâtre? C'est... Ah ouais, qu'est-ce que le théâtre? C'est un endroit, mais c'est tout ce rapport encore avec la catharsis peut-être. C'est un endroit où les gens viennent vivre et contempler.
Ah, je sais pas, c'est que Je vais peut-être t'aider. j'aimerais bien que tu m'aides là-dessus. Je vais t'aider en te citant Olivier Py. Ouais. Olivier Py, l'ancien directeur du théâtre d'Avignon, Bien et puis sûr. maintenant le directeur du théâtre du Châtelet, Mhm. souligne que le théâtre, je le cite, c'est l'accomplissement qui vient de l'inaccompli. Alors je ne sais pas si ta tête, mais c'est l'accomplissement qui vient de l'inaccompli. Avant de donner peut-être quelques informations, peux-tu réagir à cette définition et comment toi l'exprimerais-tu ou le définirais-tu? L'accomplissement qui vient de l'inaccompli. Pour toi, qu'est-ce que l'accomplissement, qu'est-ce que l'inaccompli? Ben, On en parle fait, de oui, qui? c'est une belle définition parce qu'elle est assez mystérieuse aussi, je trouve, tu vois, on peut y Elle est mettre très beaucoup de mystérieuse, choses. ouais. L'accomplissement, pour moi, l'inaccompli, c'est que c'est pas réel. Tu vois, tout ce qu'on D'accord. voit n'est pas réel, mais c'est un accomplissement dans la mesure où peut-être que il y a un vrai échange, une vraie communication avec les gens qui viennent, et il se passe quand même quelque chose d'assez magique au théâtre, que ce soit sur scène pour les comédiens, que dans la salle pour les spectateurs, quand la pièce est bonne évidemment. Mais je veux dire, pour moi cet accomplissement il est là, tu vois. C'est cet échange pendant 1h30, 2 heures, on éteint les téléphones, et on est là ensemble et on vit une aventure, une vie finalement en très peu de temps, mais qui n'est pas la réalité, parce qu'on va dans quelques heures sortir de la salle et on laissera tout ça derrière nous. Mais pour moi c'est ça, c'est l'accomplissement, c'est accomplir tout ça ensemble, vivre ensemble cette aventure, mais dans l'inaccompli, dans la mesure où au final on sait que c'est faux. Il y a un peu un deal, tu vois, entre le spectateur. C'est intéressant. Alors, Thomas, tu es comédien et je te repose peut-être une question un peu du même style, mais finalement, es-tu un être accompli ou un être inaccompli? Oh, je suis inaccompli, moi. On est tous inaccomplis. On est tous inaccomplis. On est tous inaccomplis. Moi, je pense que la vie serait sans saveur si on était accompli. Et alors, je sais plus, peut-être que tu vas pouvoir m'aider, je sais plus qui disait ça. Tu sais qu'il y avait cette phrase qu'on cherche jusqu'au dernier jour à se connaître soi-même. Quel grand philosophe peut travailler là-dessus? Ils ont tous travaillé d'une certaine manière là-dessus, mais alors est-ce qu'il y en a un sans doute un, mais tu vois, je ne me connais pas moi-même ou ce genre de... tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Ça, oui, ça peut aussi être Socrate. Ouais. Finalement, Thomas, est-ce que le monde Ouais. n'est-il pas un monde masqué où tout le monde, finalement... le monde n'est-il pas le plus grand théâtre? Si, complètement. Du monde. Complètement. Où tout le monde joue. Alors encore une fois, je ne sais plus qui disait ça, la vie est un théâtre. Ouais. Je ne sais plus quel... mais ça me reviendra peut-être. Donc c'est la plus grande pièce de théâtre pour toi. Complètement. Complètement et de plus en plus. Et de plus en plus. J'ai l'impression que, tu vois, on n'a jamais... On en parlait d'ailleurs en off il y a quelques temps, il y a quelques jours, tous les deux. On n'a jamais autant employé les mots de communication, d'échange, on n'a jamais autant communiqué, et à la fois on n'a jamais si peu communiqué, on n'a jamais été autant auto-centré. Donc moi c'est quelque chose, c'est un thème sur lequel je travaille beaucoup en musique en ce moment, tu vois, c'est quelque chose qui me touche beaucoup et j'ai du mal moi à trouver ma place là-dedans, tu vois, dans ce rapport au réseau, à la réalité. Ouais, il y a une part de moi qui est assez nostalgique des années 50, 60, où la communication était peut-être finalement un peu moins compliquée, peut-être un peu plus réelle. Ouais. Oui. Alors tu me fais la transition avec une autre partie, et je t'en remercie puisque tu es musicien, tu es rappeur. Quelle définition, tu as sorti plusieurs morceaux, quelle définition tout d'abord donnes-tu du rap? Pour moi, on a pour le coup la chance de vivre dans une époque où les styles musicaux sont redéfinis en permanence.
il n'y a plus vraiment de mur entre le rap et la pop. En tout cas, c'est un peu plus perméable, tu vois. Il y a des gens que tu peux considérer comme rappeurs, mais eux se définissent plus peut-être comme des chanteurs, tu vois. Oui, Et donc c'est assez intéressant, je trouve, de pouvoir mélanger un petit peu tous ces styles musicaux. Le rap, pour moi, c'est vraiment l'écriture. l'écriture. Pour moi, c'est l'écriture au centre. Il y avait évidemment, il y a 20, 30 ans, tout cet aspect revendication, évidemment, tu vois, qui est plus forcément le cas aujourd'hui sur tous les morceaux de rap. On peut faire du rap aujourd'hui sans être dans une forme de revendication sociale, comme il y avait il y a 30 ans, tu vois. Mais pour moi, c'est l'écriture, ouais, l'écriture qui est au centre et le propos. Le propos, et alors quelle est la philosophie du rap selon toi? Faut-il encore que le rap en ait une? Je sais pas si le. Je sais pas, écoute. Pour moi, c'est difficile de définir le rap aujourd'hui parce que il y a plutôt des raps, on va dire, tu vois. Oui. Il y a 1500 raps différents. Moi-même, pour certains, ce que je fais n'est pas du rap. Pour d'autres, c'est du rap. Pour d'autres, c'est pas. Sur le rap, il y a du rythme. Comment Ouais, tu bien sûr, considères c'est rythme, un flow, un flow. c'est du rythme, c'est, comme je te dis, une écriture qui est importante. Et puis, c'est une manière d'écrire qui est assez. Une manière de construire sa pensée et d'écrire qui est quand même assez particulière. Et qui diffère de la pop par exemple, tu vois. Moi je sais que j'écris des morceaux plus pop, mais j'ai toujours cette petite couleur rap dans l'écriture, dans les placements, dans la manière de poser les rimes, tu vois, voilà. En préparant cette interview, je suis allé découvrir ce que le rappeur à la Fouine Ouais. avait souligné. Et voilà ce qu'il dit. Il souligne dans mon miroir, je vois mes défauts et mes défaites, mais j'aime voir ma réussite, car c'est le reflet de ton échec. C'est comme ça qu'il considère l'objectif du rap qu'il fait. Comment réagis-tu à ces dires? C'est beau l'idée de miroir, Le miroir, tu oui. vois, les échecs, les réussites évidemment. Il y a ce qu'on appelle l'ego trip dans le rap, c'est-à-dire de se vendre, de se mettre en avant, il y a un petit peu ce côté compétition, tu vois, qu'on peut retrouver d'ailleurs dans le film 8 Mile, je ne sais pas si tu l'as vu. Non, je ne l'ai pas vu. Avec Eminem, qui est génial d'ailleurs maintenant. Et c'est un petit peu tout ce côté, il y a aussi tout l'aspect clash dans le rap, évidemment. La Fouine, il peut en parler parce qu'il a été, il y a eu un gros clash avec Booba il y a quelques années, tu vois, donc tout le côté ego trip, j'ai envie de dire qu'il y a un peu moins d'ego trip peut-être maintenant, globalement, dans le rap, peut-être un peu moins. Mais c'est intéressant qu'en gros, tout l'aspect du miroir, C'est ça. de qui je suis finalement face à moi-même, mais qui je suis aussi, c'est la deuxième partie de sa phrase, face à toi. C'est ça. Est-ce que tes échecs font du coup ma réussite ou est-ce que ma réussite... Tu vois, c'est encore une fois ce côté compétition. Est-ce qu'il y a des places définies? Est-ce que c'est comme une course où finalement il y a un premier, un deuxième, un troisième? Ou est-ce que c'est de la musique uniquement? Est-ce que c'est uniquement de l'art? Et pour moi, l'art, c'est pas du tout la compétition. Donc en fait, il y a un petit peu ce paradoxe. Le rap est un art pour toi? Ah oui, complètement. D'accord. Ouais, complètement. C'est-à-dire? C'est-à-dire que c'est transmettre une émotion, comme on s'en parlait il y a quelques minutes, c'est transmettre une émotion, toucher les gens avec son histoire. C'est Nekfeu justement, un rappeur, qui disait que lui, ce qui l'intéressait, c'était... ce qu'il trouvait beau, c'était que son histoire personnelle
qui prennent les détails de son histoire personnelle pour faire résonner avec la grande histoire, ou en tout cas toucher les gens à certains endroits. Et moi, des fois, quand j'écoute des morceaux de Nekfeu, j'ai l'impression que j'aurais pu, j'aurais pu vivre ça, et que j'ai vécu ça, et qu'il raconte ce que j'ai vécu, et qu'il parle de moi alors qu'on se connaît pas, tu vois. Et donc c'est ce qui est beau, et c'est ce qui est touchant, et pour moi c'est l'art, c'est ça, tu vois, c'est cette communication, cet échange. Et quel est ce... une question sociétale, Thomas. Aujourd'hui, de plus en plus, la nouvelle génération écoute du rap. Comment expliques-tu cet engouement du rap aujourd'hui pour la nouvelle génération? Je pense que c'est un style qui a su innover beaucoup, qui a su se transformer beaucoup. Et tu parles de nouvelle génération, et en fait c'est clairement ça, c'est-à-dire que le rap c'est la revendication aussi, tu vois, pas que évidemment, on l'a dit, mais c'est aussi la revendication, et c'est l'écriture, c'est la manière de parler de soi. Et pour moi, la jeune génération se retrouve là-dedans, dans ce côté recherche de qui je suis, comment je me définis par rapport aux autres, par rapport à moi-même, face au miroir, tu vois. Et en fait, pour moi, l'écriture est au centre, et le texte est au centre, et du coup, je pense que les jeunes s'y retrouvent, parce que quand on est jeune, on est vraiment en quête de savoir qui on est vraiment, et ce qu'on va faire dans notre vie, et comment on se définit par rapport à un cercle social. Et pour moi, le rap, c'est justement c'est SAIT, on va dire, parler aux jeunes D'aujourd'hui. Ouais, je crois. C'est intéressant tu parles du soi, tu parles finalement de tout ce que tu fais. Et puis, si je peux me permettre, il y a aussi tout cet aspect, mais ça c'est pas propre au rap uniquement, parce que mais tout cet aspect un peu en décalage avec les plus vieux, tu vois. On écoute du rap parce que c'est pas forcément la musique de nos parents, tu vois. Et du coup, il y a un petit peu ce côté identité affirmée, tu vois, mais qui avait aussi à l'époque du rock. Les jeunes écoutaient du rock parce que c'était pas forcément la musique de leurs parents. Et tu vois, il y a un petit peu ce côté, on a envie, nous, d'avoir nos codes, notre musique, notre culture, et se définir à travers ça. Thomas, tu me fais une nouvelle transition pour la dernière partie. Je t'en remercie, tu parles d'identité. Ouais. Je voudrais passer à cette partie, puisque beaucoup de personnes t'ont vu dans les séries télévisées, Ici tout commence, etc. Tu es donc un acteur. Un acteur, finalement, est-ce qu'on pourrait définir un acteur? Est-ce devenir le soi qu'on ignore? C'est très très intéressant, dans la mesure où on dit que quand on est acteur, on a 1000 vies, tu vois, on est 1500 personnes à la fois en fonction des projets, et devenir le soi qu'on ignore. Donc ça voudrait dire qu'on ne se connaît pas soi-même, encore une fois, et je pense pas que l'acting permette de se connaître soi-même à 100%. Et encore une fois, pour moi, l'objectif peut-être, c'est absolument pas de se connaître à 100%. Sinon, comme je te l'ai dit, la vie serait fade, et on aurait fini le jeu, comme on dit, tu vois. On aurait fait le tour. T'as dit devenir le soi qu'on ignore, ou connaître le soi? Devenir le soi qu'on ignore. Je sais pas, moi, de manière très très personnelle, le fait d'être acteur me permet de me sentir encore une fois à la bonne place, tu vois. Et en tout cas, est-ce que c'était
y a encore est-ce que c'était ma place à la base quand je suis né? Est-ce que, tu vois, il y a cette forme de... Est-ce qu'on parle encore une fois de destin, de hasard, de chance, de trajectoire? Est-ce que, finalement, dès le départ, j'ignorais ma destinée? Est-ce que j'étais fait pour être acteur? Ou est-ce que c'est, encore une fois, une affaire de rencontre et de... Je sais pas. Je sais pas, mais j'ai l'impression de me connaître un peu plus qu'il y a quelques années. Et je pense que mon travail, il fait pour beaucoup. Et selon toi, quand on voyait la série Ici tout commence, qu'on te voyait jouer, Axel Tessier, Ouais. l'acteur n'existe-t-il que dans le regard de l'autre? Complètement. Complètement. Complètement parce que... Je sais plus avec qui j'avais eu ce débat justement de est-ce que quand tu joues seul chez toi, est-ce que t'es pas finalement fou? Tu vois, quand tu répètes et que t'as pas de public, est-ce que t'es obligé d'avoir un public pour jouer? C'est une vraie question ça. Qu'est-ce qui change en fait entre quelqu'un qui est considéré comme fou et quelqu'un qui répète un texte seul, sans l'adresser forcément à quelqu'un? Est-ce que le cadre, justement, du propos, est-ce que le fait que tu aies un scénario ou une pièce permet justement de légitimer le fait de... Enfin, je sais pas, j'en sais rien. Mais je pense que c'est encore une fois un échange, tu vois. L'art, c'est un échange. Et il y a art parce qu'il y a des gens pour pratiquer une discipline artistique et des gens pour recevoir cette discipline artistique. Et pour moi, c'est une communication et un échange. Alors je rebondis sur ce que tu dis, tu parles d'un échange. Il n'y a pas de véritable échange sans liberté. Quelle est la part de liberté que tu as en étant acteur, dans l'interprétation d'un rôle? On doit forcément suivre que ce soit des scénarios, tu vois, des textes, etc. Et donc des règles en tant qu'acteur évidemment, pour pas déborder et sortir du cadre, mais il faut aussi parfois déborder et sortir du cadre. Oui, tu vois. J'entends, mais cette part de liberté, je pense, et en travaillant cette interview, je suis allé voir ce que disait notre amie Catherine Jacob, l'actrice Catherine Jacob, qui parlait des séries télévisées et sur la liberté. Et elle disait, à la télévision, on n'a jamais le contrôle ni à l'image, ni au montage, ni pendant la promotion. L'acteur n'est donc qu'un objet. Comment réponds-tu à Catherine Jacob? Avec cette part de liberté, finalement, voilà, tu es devant la caméra, derrière, voilà, on te dit, tu fais ci, tu fais ça. Ouais, exactement. Oui, bien sûr, il y a de ça. Il y a de ça, mais pour moi, l'être humain est de nature, enfin, l'imperfection même, on va dire, tu vois. Donc, c'est ce qui est intéressant aussi avec l'acteur, c'est que même un acteur qui joue au mieux le texte, qui dit le texte au mieux, qui finalement, c'est un être humain, donc il y a une forme d'imperfection qui fait que c'est ce qui touche peut-être les gens, tu vois. Parce que l'imperfection de l'acteur, comme l'imperfection du chanteur, résonne en chacun de nous, tu vois, et fait écho à notre propre imperfection et à notre propre quête d'identité, tu vois. Après, est-ce qu'on n'a pas de contrôle? Je pense, est-ce qu'on a du contrôle de manière générale dans la vie, tu vois, à grande échelle? Je sais pas. Moi, je pense qu'on est là pour servir un texte et pour servir un propos. Et c'était un prof au cours Florent qui nous disait que le vrai acteur, finalement, enfin le maître dans tout ça, c'est le texte. Le patron, c'est le texte. Nous, on sert le texte. Jouer Shakespeare nous survivra, tu vois. C'est-à-dire que il y a des milliers d'acteurs qui ont joué Shakespeare. Le maître,
c'est le texte. Et donc pour moi, tu peux te contrôler toi-même. Je suis même pas sûr. Je suis même pas sûr. Tu vois, je réfléchis au fur et à mesure. Je suis même pas sûr de. Je pense qu'on peut même pas se contrôler. On peut même pas se contrôler soi-même. Il faut juste avoir comme point de mire le texte. C'est très beau ce que tu dis, être au service du texte. Ouais. Le grand historien de l'art, Pierre Rosenberg, souligne que chaque artiste, chaque grand artiste, a sa vérité. Thomas, quelle est ta vérité? Quelle est ma vérité? Wow. Je crois que... Je pense que je vais déjà y réfléchir pendant une semaine à cette question. Je vais te rappeler sur Emmanuel. C'est bon, j'ai compris. Finalement, je crois que ma vérité, c'est de ne pas chercher la vérité, finalement. Tu vois, parce que les gens qui prétendent posséder la vérité et détenir la vérité, en général, moi je m'en méfie. Tu vois, je préfère les gens qui débattent, qui discutent, qui interrogent, qui s'interrogent. Et c'est peut-être aussi pour ça que j'essaye de toucher à tout et d'avoir plusieurs cordes à mon arc, c'est de ne pas être ancré dans une ligne, tu vois, dans une forme de vérité et de pouvoir me remettre en question mon art et du coup, à travers tout ça, la personne que je suis de manière générale, quoi. C'est très beau. Thomas, malheureusement, l'interview s'achève. Ah non, parce que j'aurais aimé discuter. L'interview s'achève. Merci pour ta sagesse. On en a eu la preuve dans cette dernière réponse que ta vérité, c'est de ne pas la chercher. Et je trouve ça très, très sage. Merci pour ton humanité. Vraiment, merci pour cette humanité qui te caractérise. Et je voudrais terminer l'interview par une citation que finalement tu as dit. Cette citation, tu ne l'as pas dit, mais tu l'as fait vivre pendant toute cette interview et qui te caractérise, je trouve, pour tout ce que tu fais, de Bernard Werber. Bernard Werber qui souligne: un véritable artiste est un artiste qui touche tout le monde. C'est ça. Et je crois que tu touches vraiment tout le monde à travers la danse, à travers la musique, le théâtre, etc. Donc merci de toucher tout le monde et je suis intimement convaincu, merci de continuer pour tout ce que tu feras à toucher le monde qui t'attend. Le plus longtemps possible. Le plus longtemps possible, je l'espère. En tout cas, un grand merci à toi. Merci Emmanuel. Merci beaucoup. Les amis, merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une agréable semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Merci. Très bientôt. Ciao, ciao. Salut.